Bonnet, peut-être un mot, Vincent, sur cet otage qui a été... que faisait-il en Iran, cet otage qui a été libéré? Il y a des gens qui font du tourisme en Iran. Oui, c'est une drôle d'idée parce que tout le monde sait qu'ils ont l'habitude les Iraniens n'hésitent pas à prendre des otages en les accablant de toutes sortes d'accusations fantaisistes. Lui avait fait des photos et c'est ainsi qu'il a été arrêté. Il a passé 2 ans et demi comme ça au secret. La curiosité de cet otage-là, c'est que jusqu'en janvier dernier, il ne donnait pas son nom. Il comptait vraiment sur la discrétion et puis au bout de sa dépression, de sa déprime, alors qu'il était enfermé dans des conditions qui s'étaient un peu améliorées, il a préféré mettre bas les masques. C'était plus le masque de fer, c'est devenu un homme, donc Olivier Grondeau. Il a été libéré, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas contre combien. Ce qu'il faut dire évidemment, c'est que ce qu'il a vécu est abominable, mais il est peut-être, il faut peut-être recommander aux uns et aux autres de ne pas faire du tourisme en Iran. C'est une vraie curiosité de savoir qu'il y a encore des touristes et d'ailleurs des agences de tourisme qui organisent des tournées à Ispahan, à Shiraz, etc. C'est un beau pays, c'est vrai, mais c'est un pays dangereux. Bon, vous voulez qu'on parle de la nomination de Madame Voynet, dont je parlais à l'instant, parce qu'il y a des choses qui sont tellement invraisemblables en France. Mais c'est tellement invraisemblable. Alors, Thomas Bonnet, si on peut dire un mot. D'abord, Madame Voynet avait disparu des circuits. Elle est députée, mais bon, elle s'est vantée dans une vidéo lamentable. Il faut préciser le contexte de cette vidéo quand même. En fait, c'est un documentaire donc, qui revient sur une négociation à Bruxelles où elle se vante par la ruse avec son homologue britannique d'avoir exclu le nucléaire de la liste des énergies propres. Il s'agissait en fait des pays de voie de développement et pas de nucléaire en France. Mais elle dit aussi, plus récemment, que si elle avait pu tuer le nucléaire français, elle l'aurait fait. Et donc, comment c'est possible que ces gens... alors, elle a été élue, très bien, moi j'ai pas de souci, mais comment est-il possible dans un pays comme la France que c'est Yaël Braun-Pivet qui l'a nommée ? Oui. Mais comment, je vous assure, mais au nom de qui, au nom de quoi ? Des gens qui ont trahi la France. Dans cette vidéo, elle a trahi le gouvernement Jospin. C'est invraisemblable. L'idée, c'est d'avoir, si j'ai bien compris, dans ce comité, des voix pro et anti-nucléaires. Donc, on a bien compris dans quelle catégorie allait se ranger Madame Voynet. La question, quand même, qui se pose, c'est sa sincérité, son honnêteté, comme vous l'avez dit, parce qu'elle a un agenda visiblement anti-nucléaire. Et surtout, au moment où Emmanuel Macron a fait 1001 revirements sur la question du nucléaire, on avait l'impression que le choix avait été désormais fixé sur la poursuite du développement nucléaire. Et là, on se dit, en fait, peut-être pas. Clair, Madame Voynet n'intègre pas cette structure, cette commission, pour défendre et développer le nucléaire. Elle y va pour être attentive sur les questions de sécurité, sur les questions de transparence. Mais elle n'est pas... non, mais je vous explique le choix de la présidente. J'entends bien, mais moi je pose un problème, d'éthique avec cette dame qui, effectivement, cette vidéo qui est très célèbre, où elle trahit. Vous ne pouvez pas être ministre et jouer contre votre gouvernement. Philippe Bilger. On pourrait aller au-delà de Dominique Voynet. Moi, je suis frappé de voir à quel point, la plupart du temps, légitimité et compétence ne sont pas les seuls critères sur lesquels on a... Mais au nom de quoi il y a des... Mais, les gens qui nous écoutent disent, mais il y a des réseaux, les francs-maçons, il y a quelque chose... Non mais franchement, c'est ce que se disent les gens. Moi, j'entends ça. C'est la République des copains. C'est la République des copains. Je lance... permanent. Je ne connais pas les liens entre Yaël Braun-Pivet et Dominique Voynet. Elles n'appartiennent pas au même parti. Elle remplace Antoine Armand, qui était issu du Bloc central. Donc je ne comprends pas non plus la logique qui a mené à cette nomination. Elle a peut-être voulu faire un peu de provocation. Mais non, mais c'est absolument pas ça. N'allez pas sur des scénarios je traduis ce que j'entends par là. Je n'ai rien contre aucun réseau, je le précise. Elle nomme un profil anti-nucléaire dans une commission chargée de la surveillance de la transparence. Olivier, c'est incohérent. C'est incohérent parce qu'il me semble que même Madame Ce qui est cohérent, c'est qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, dans notre pays, il y a encore 15-20 ans, vous défendiez la filière nucléaire, vous terminiez en charpie sur les plateaux télé et partout. Aujourd'hui, le nucléaire s'est imposé comme dans elle a perdu. Voilà, elle a perdu sur le débat énergétique. Mais on n'a jamais entendu faire son mea culpa. Au contraire, elle se vante d'avoir joué contre son gouvernement. Non, mais c'est payé. C'est un truc déjà qui ne sert à rien. C'est un truc, un comité théorique. On peut s'interroger sur l'efficacité et l'utilité de ce comité. Ça sert absolument à rien. C'est comme toujours une usine à gaz. C'est toujours pareil.
En fait, moi, j'ai appris que ce comité existait quand, avec sa nomination. C'est toujours la même phrase. T'ouvres le coffre. 40 personnes que tu payes en France pour rien. Donc, t'ouvres le coffre et tu te dis, tiens, Madame Voynet, qu'on t'a pas revue depuis des années, qui est nommée dans ce truc-là. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable que ce pays fonctionne. Un trait de plume sur tous ces gens. Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, ça ne, mais je peux pas vous dire autre chose. Tu l'enlèves, ce comité. Mais c'est une expression. Mais c'est une expression qui existe depuis toujours, mon cul sur la commode. Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. Moi, je vote. Nous votons pour des gens qui doivent prendre des décisions et des politiques. C'est au ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie, ministre etc. de faire ça. Je me fiche de ce comité. Qui n'existait sans doute pas il y a 40 ans et qui ne sert à rien. Sur le nucléaire c'est en insupportable, Europe, en fait. Scandale absolu. Je vous rappelle le scandale en Allemagne où des hauts fonctionnaires allemands verts avaient falsifié des études et des rapports pour parvenir à la fin du nucléaire. Mais les fonctionnaires qui ont fait ça n'ont pas été ensuite gratifiés d'une nomination complaisante après avoir joué contre leur gouvernement. C'est ça qui était très choquant. Elle était à la tête de l'ARS, là où elle avait disparu, et qu'elle était à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, vous avez les cycloses, vous avez les franches. Et vous aviez Dominique Voynet. Ils étaient quand même très mal lotis. Et elle a dirigé l'Agence régionale de santé dans un département où la santé est dans un état absolument Le procès numéro 1 que je fais à Emmanuel Macron depuis 8 ans, c'est ça, de ne pas avoir réformé l'État. C'est ça où il est le plus en échec, je trouve, d'avoir pas mis un truc plein, un trait de plume. Un truc de plume. Un trait de plume. Belle contrepétrie. Ça va belle. Bon. Donc voilà, et c'est insupportable. T'as l'impression que c'est les coquins, les copains et les coquins, on se refile des places. C'est insupportable. C'est le problème de ce gouvernement erratique. On invite les soulèvements de la terre à des débats sur l'agriculture. Voilà, bon. L'ancien monde. Si Madame Voynet veut nous répondre, elle est la bienvenue. La Belle et la Bête. Ah oui. Sans transition. La Belle et la Bête. L'Éducation nationale a annulé une commande de 800 000 livres illustrés destinés au CM2. Il s'agit d'une version modernisée du conte de La Belle et la Bête. Bon, une version qui aurait gêné parce que jugée trop adulte. Bon, déjà, je me demande pourquoi on réécrit La Belle et la Bête. Mais bon. Le livret choisi dans le cadre de l'opération annuelle Un livre pour les vacances. Donc, on a imprimé 800 000 livres, visiblement. Ils obtiennent un classique de la littérature française. Le livre est une version illustrée, c'est un conte traditionnel dans la version de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, 1756. Bon, alors les éléments qui fâchent. Quand le père de la Belle boit quelques coups de vin, Jules le représente ivre, bouteille à la main, en train de chanter les lacs du Connemara. Téléphone portable et réseaux sociaux sont par ailleurs très présents au fil des 80 pages. C'est toujours la volonté, c'est ça qui est insupportable, je trouve, comme état d'esprit. La volonté, pour intéresser, pense-t-on, les jeunes, faut mettre dans les bras de Blanche-Neige un téléphone portable. Mais c'est l'exact contraire qu'il faudrait faire. Absolument. C'est l'exact contraire. Donc c'est idiot, en fait. Bon, cette version n'a pas semblé adaptée au ministère. Le ministère a expliqué son choix à l'auteur dans une lettre datée de lundi, signée de la directrice générale de l'enseignement scolaire, Caroline Pascal. L'ouvrage finalisé ne permet pas une lecture en autonomie à domicile. J'adore les mots. En autonomie à domicile. Ça, je vous assure, ça, le charabia de l'éducation nationale fait ma joie. L'ouvrage finalisé. Non, mais le charabia de ces gens. L'ouvrage finalisé ne permet pas une lecture en autonomie. À domicile. À domicile, en famille et sans l'accompagnement des professeurs pour des élèves âgés de 10 à 11 ans et pourrait susciter nombre de questions chez les élèves qui sont sur leurs réseaux sociaux en train de voir des horreurs matin, midi et soir, mais peu importe, qui ne trouveraient pas nécessairement de réponse adaptée. En effet, les 2 illustrations de l'ouvrage abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés en fin de collège ou en début de lycée, telles que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Écoutez Madame Borne, elle était tout à l'heure avec Sonia Mabrouk. Vous savez, ce dont on est en train de parler, c'est un livre qui est remis chaque année à des élèves de 10 ans pour leur lecture pendant l'été en famille, sans accompagnement pédagogique. Donc Jules a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré, mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas effectivement adapté, mais c'est un très beau livre qui pourra être utilisé dans un autre cadre. Mais pas dans cette version. Qu'est-ce que vous reprochez ? Qu'est-ce qu'il a caricaturé ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Enfin, vous savez, il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'ironie, et je le redis, il s'agit d'élèves de 10 ans, pour une lecture en famille, sans décodage d'un second degré, de l'ironie.
Moi, je souhaite que les élèves puissent passer des bonnes vacances avec des messages simples. Je vais insister. Et sans doute dans le cadre de l'école. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème religieux également, de perception religieuse, puisqu'apparemment on y voit, je ne sais pas si c'est la bête qui mangerait du porc alors qu'il est supposé être de confession musulmane ou qui boit. Est-ce que cela aussi aurait pu, de votre point de vue, je ne sais pas, heurter les... Non, je pense que c'est, vous savez, c'est une réécriture moderne, effectivement, où on a un père de famille qui arrive d'Algérie, des musulmans, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers. Qui peut arriver quand même. Hein. Vous voyez, cette réinterprétation... Peut-être que dans un cadre avec des professeurs, on peut expliquer ce second degré, mais je vous dis, c'est un livre qui a vocation à être lu en vacances, avec sa famille, et sans ce décodage de ce second degré, qui est sans doute bien dans un cadre, mais pas pour le livre de vacances. Donc les 800 000 exemplaires poubelles, bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura un autre... L'argent a été dépensé. Non, l'argent n'a pas été dépensé, les livres n'ont pas été tirés, et c'est certainement un ouvrage intéressant, mais pas pour ce cadre pédagogique. Je jure, on se croit parfois. Quel galimatia, là. Mais tout le monde est en train de rire. Je pense que les gens sont morts de rire devant leur télévision, comme nous. C'est-à-dire que tu as une réécriture, alors tu comprends. Mais enfin, tout ça est grotesque. La lecture, surtout qu'on a une jolie image de La Belle et la Bête. Il ne faut pas y toucher. Mais c'est là comme... La lecture devient un acte héroïque. On a l'impression que lorsqu'on a un livre dans la main, qu'on ait 10 ans ou 70 ans, il faut nous prévenir, l'encadrer, mais ça devient... L'infantilisation devient accablante dans notre monde. Non, mais surtout la réinterprétation. Alors, tu comprends, si Sonia Mabrouk ne relance pas on passe complètement à côté du véritable. Donc tu comprends qu'il vient d'Algérie dans La Belle et la Bête. Alors j'ai pas eu la chance de lire cet ouvrage, mais donc je découvre aussi. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Je trouve que c'est une... Pourquoi pas? Non, mais si les motivations exposées, Sonia, sont réelles, là, ça pose un vrai problème. Là, c'est plus un accommodement raisonnable. Là, ça devient un pacte de non-agression. Si on commence à supprimer des ouvrages mythiques qui comptent nos enfances au nom de ne pas faire le jeu de l'islamophobie je suis pas sûr, là, ça devient un problème. Et ce qui est assez intéressant et assez représentatif de ce gouvernement erratique, c'est qu'à la fois, on pourrait censurer des livres au nom du jeu de l'islamophobie et en même temps initier les enfants à la vie sexuelle et affective, où on apprend par exemple qu'il y a des hautes autorités qui pourraient déchoir de la parentalité, justement. Mais je suis pas sûr que ce soit parce que Jules a dit le contraire. Jules a dit le contraire, il a dit que c'est l'Académie versaillaise parce que visiblement, comment dire, La Belle et la Bête, la Belle qui était blonde n'est plus blonde et ça c'est le voilà, c'est l'exact contraire, je crois. Bon, et l'idée de départ est intéressante parce que dans certaines familles il y a des livres et dans d'autres il n'y en a pas. Regardez, la seule explication semble chercher dans le dégoût de voir représenter un monde de princes et de princesses qui ressemble un peu plus à celui des écoliers d'aujourd'hui, avance donc le fait que chaque élève puisse partir en vacances avec un livre, dans certaines familles, il n'y a pas de livre. Regardez, le grand remplacement des princesses blondes par des jeunes filles méditerranéennes serait-il la limite à ne pas franchir pour l'administration versaillaise du ministère? Vous voyez, c'est le contraire de ce que vous dites. Il n'y a pas plus belle émotion que de découvrir une œuvre originale. C'est-à-dire on donne l'œuvre, voilà. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure sur Europe, et c'est Gilles William Goldnadel, on est dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Tout devient dingue. Tout devient dingue, tout devient fou. Voilà, tu veux réécrire Blanche-Neige, écoute, laisse Blanche-Neige là où elle est, propose aux enfants de rêver, ils seront adultes bien assez grands. Plus le temps de l'enfance est prolongé, mieux c'est pour tout le monde. Les contes de fées, c'est merveilleux. Même M. Bettelheim était d'accord. Psychologie des contes de fées, psychologie des contes de fées, bien sûr. Oui, mais justement, la psychanalyse des contes de fées. Pardon, je ne veux pas jouer les cuistres, mais c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que La Belle et la Bête, dont tout le monde se souvient du film avec Deneuve, magnifique. Ah non, pas avec Deneuve. Pas avec Deneuve Ah, pas du tout. Non, là, vous confondez Belle de Jour, de Buñuel. La Belle et la Bête, c'est avec Jean Marais. C'est de Cocteau avec Jean Marais et Catherine Deneuve en 43 ou 45, elle est petite. Bon, il n'y a jamais eu. Vous confondez avec Belle de Jour, qui est un film de Buñuel qui n'a rien à voir. Et comment? Et son âne? Allez-y. Non, c'est Podane. Ah, ça c'est Podane. Vous confondez Podane. Oui, exact. Non, mais si vous mélangez tout, écoutez, franchement, si vous confondez Podane, Belle de Jour et La Belle et la Bête, moi je peux plus rien pour vous, quoi. Ça va. Ça va. L'illustration est impossible. Bon, attendez, je termine. La Belle et la Bête.
c'était effectivement Cocteau avec Jean Marais, et puis il y a une version Disney au début des années 90 ou 2000. C'est ça, oui. Voilà, en dessin animé. C'est ça, La Belle et la Bête. Il y a un film américain récent. D'accord. Voilà. Donc il y a Catherine Deneuve, elle n'est pas là-dedans. Mais la normale. Dommage. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand même? Je voulais dire que, en général, c'est pas un asile psychiatrique, les contes de fées, mais quand même, c'est toujours, par exemple, Podane, c'est l'inceste. C'est toujours des questions qui sont abordées, qui aident à grandir et qui jouent sur une partie de la psychologie qui est très confuse. Donc, vous pouvez pas dire, c'est très important quand ça marche, quand ça traverse les siècles, quand c'est une littérature qu'on continue de lire, c'est parce qu'ils rendent un grand service dans notre maturation, dans notre maturité. Même dans... Donc, jouer à ça, réécrire entièrement, changer totalement le décor, mettre de l'alcool là où il n'y en avait pas, ou de cette manière, c'est un truc qui est très bizarre. Je suis d'accord avec vous. Prétentieux. Je suis d'accord. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Derrière tout ça, il y a un poison actuel qui veut qu'un présent médiocre donne des leçons à des grandes œuvres classiques. c'est pas juste. Alors que, regardez dans les critiques théâtrales ou cinématographiques, on dit, ou littéraires, on dit « Ah, c'est formidable parce que cette grande œuvre d'aujourd'hui nous rappelle aujourd'hui. » Mais aujourd'hui est très médiocre par rapport aux grandes œuvres du passé. Je voudrais, mon père, une robe couleur de lune. Couleur de lune, dit Jean Marais. Et après, une couleur de soleil et couleur du temps. Et la fée était jouée par cette formidable comédienne, Delphine Seyrig. Bien sûr. Et c'est elle qui chante « Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents ». C'est formidable, c'est un film de Jacques Demy avec avec Jacques Perrin. C'est un film formidable, vraiment formidable. Avec le cake d'amour de Catherine Deneuve. La recette du cake d'amour. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur La Belle et la Bête. C'est bien de pas... Comment ? Non, c'est bien. Oui, faut pas, mais il mélange tout. Voilà. Et alors, Belle de jour, c'est pas du tout ça. C'est pas le même univers. Non. Belle de jour avec Pierre Clémenti et Jacques Sorel. Personne ne vous a parlé de Buñuel. Jacques Sorel, qui est toujours de ce monde. Jean Sorel. Jean Sorel. Et Jean Sorel. Et il y a Francis Blanche aussi, mais Belle de jour. Jean Sorel, il nous écoute parfois. Je le salue. Et qui est dans le carrosse avec Catherine Deneuve au début.